Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à une architecture d'IA qui est en train de complètement redéfinir les règles du jeu, le Mixture of Experts, ou MOE. C'est une approche assez géniale qui permet au modèle d'IA de devenir absolument gigantesque, tout en restant incroyablement efficace. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Voilà la question qui hante toute l'industrie de l'IA. On est face à un dilemme. On sait que pour avoir un modèle plus performant, il faut qu'il soit plus grand. Mais des modèles plus grands, ça veut dire des coûts de calcul qui partent sur la Lune. C'est un vrai paradoxe. Alors comment on fait pour avoir la puissance sans la facture qui va avec? Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans ce chiffre, 4. Certains modèles MOE, comme le Switch Transformer de Google, ont montré une vitesse de préentraînement jusqu'à 4 fois plus rapide que leurs cousins, les modèles dits denses. 4 fois! C'est juste colossal comme amélioration, et ça change complètement la donne. Ok, rentrons un peu plus dans le détail de ce fameux paradoxe. Pour bien saisir pourquoi les mots sont si importants, il faut d'abord comprendre le compromis qui a longtemps été un véritable mur pour le progrès en IA. Pendant longtemps, la relation était quasi directe, meilleure qualité égale plus de paramètres. Mais chaque nouveau paramètre qu'on ajoute, c'est plus de calcul, plus de temps, plus d'énergie. C'est un peu comme si pour construire une voiture plus rapide, la seule solution était de continuer à rajouter des cylindres moteurs. Au bout d'un moment, la machine devient tellement lourde et gourmande qu'elle n'est plus du tout pratique. Alors comment on se sort de cette impasse? L'idée derrière le MOE est en fait d'une simplicité désarmante. Plutôt que d'avoir un seul cerveau géant qui essaye de tout faire en même temps, pourquoi ne pas créer une équipe de cerveaux plus petits, mais chacun spécialisé dans son domaine? L'analogie est parfaite. Un modèle d'IA classique, qu'on appelle dense, c'est comme cette entreprise où tout le monde doit assister à toutes les réunions. L'ingénieur, le comptable, le designer, tout le monde est dans la réunion marketing. C'est un gaspillage de temps et d'énergie incroyable. Un modèle MOE, c'est l'entreprise bien gérée. Pour un problème de marketing, on appelle l'équipe marketing. C'est ciblé, c'est rapide, c'est efficace. Voilà donc la définition un peu plus formelle. On a un grand modèle, oui, mais il est modulaire. Il est composé de plusieurs sous-réseaux, ces fameux experts. Et le point absolument crucial, c'est que pour une page donnée, seule une petite partie de ces experts va être activée grâce à un mécanisme de sélection intelligent. Et en pratique, le fonctionnement est étonnamment simple. On peut le voir en 2 étapes. D'abord, on a ce qu'on appelle le réseau de routage ou gating network. C'est le chef d'orchestre. Il regarde la donnée qui arrive, un mot, une image, peu importe. Ensuite, après son analyse, il prend une décision. Ok, pour cette tâche, j'ai besoin de l'expert numéro 3 et du numéro 7. Et il leur envoie le boulot. Ce processus de routage, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Toute l'intelligence de l'architecture repose là-dessus. Alors comment cette décision est-elle prise et d'ailleurs d'où vient cette idée à l'origine? En fait, l'idée n'est pas si récente que ça. Elle date de 1991. Mais pendant des décennies, elle est restée une curiosité académique. Le vrai tournant, le moment où tout a basculé, c'est en 2017, avec un papier au titre qui en dit long. Outrageously Large Neural Networks. Des réseaux de neurones scandaleusement grands. C'est là qu'a été introduite l'idée de routage épars, qui a rendu les MOI utilisables à très grande échelle. Et depuis, ça n'arrête pas, avec par exemple le Switch Transformer en 2021, qui a encore optimisé le tout. Ce qui rend tout cela possible, c'est ce principe fondamental, l'activation éparse. Au lieu d'activer des milliards de paramètres à chaque fois qu'on fait un calcul, on n'en active qu'une toute petite fraction. Le modèle dans son ensemble est gigantesque, mais le calcul qui est fait à un instant T est celui d'un modèle beaucoup plus petit. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Alors voilà la formule qui se cache derrière tout ça. Mais pas de panique, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. En gros, Y, c'est le résultat final. C'est juste la somme des résultats de chaque expert, E, qu'on multiplie par un score, un poids, que lui donne le routeur G. Si le routeur donne un poids de 0 à un expert, eh bien cet expert n'est tout simplement pas utilisé. Et hop, un temps de calcul précieux d'économiser. Bien sûr, ce n'est pas si facile. Un problème peut vite arriver, celui du favoritisme. Le réseau de routage peut devenir un peu paresseux et commencer à toujours envoyer le travail aux mêmes 2 ou 3 experts. Résultat, ces experts deviennent surchargés, tandis que les autres ne font rien et ne s'améliorent jamais. C'est un vrai goulot d'étranglement. La solution à ce problème s'appelle l'équilibrage de la charge, ou load balancing. Pendant l'entraînement du modèle, on ajoute une sorte de malus, une pénalité qu'on appelle une perte auxiliaire. Cette pénalité sanctionne le routeur s'il ne distribue pas le travail équitablement. Ça le force à utiliser tous les experts de son équipe et ça garantit que chacun a sa chance de se spécialiser et de devenir performant. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Parce que cette architecture, ce n'est pas juste un concept de recherche. Elle est déjà au cœur de certains des modèles d'IA les plus puissants qu'on utilise au quotidien. Et la liste est assez impressionnante. Mixtra 8 7B, un des modèles ouverts les plus performants du moment, est un MOE. Le fameux Switch Transformer de Google a atteint le chiffre fou de 1600 milliards de paramètres grâce à ça.
Et même si OpenAI ne le confirme pas officiellement, c'est un secret de Polichinelle que GPT-4 utilise une architecture MoE. C'est clairement devenu une nouvelle norme dans l'industrie. Ce graphique illustre parfaitement pourquoi tout le monde s'y met. Ici, on compare la performance, mesurée par la perplexité. En gros, plus le score est bas, meilleur est le modèle. La ligne verte représente les modèles MoE. La ligne bleue, les modèles denses, classiques. Pour un même budget de calcul, on voit bien que les MoE atteignent des performances bien supérieures. La preuve par l'image de leur efficacité. Évidemment, il n'y a pas de solution parfaite. L'architecture MoE a beau être géniale, elle amène aussi son propre lot de défis et de compromis. Et c'est important de les connaître pour avoir une vue d'ensemble. Ce tableau résume très bien les choses. Les MoE sont bien plus rapides en termes de calcul actif, les fameux flops. Par contre, leur plus gros point faible, c'est la mémoire, la VRAM. Pourquoi ? Parce que même si on n'utilise que 2 ou 3 experts à la fois, il faut que tous les experts du modèle soient chargés en mémoire, prêts à intervenir. Et ça demande une quantité de VRAM absolument énorme. Autre point, le fine-tuning, c'est-à-dire adapter le modèle à une tâche précise, peut aussi être plus compliqué. Donc pour résumer, les principaux obstacles techniques sont premièrement la mémoire, deuxièmement la communication entre toutes les puces graphiques qui doivent se partager les experts, et troisièmement la nécessité d'un réglage très précis de l'équilibrage de charge pour que l'entraînement reste stable. Ce sont de vrais défis d'ingénierie, mais les gains de performance sont tellement grands que le jeu en vaut la chandelle. Malgré ces défis, la direction semble claire. L'avenir de l'intelligence artificielle à très grande échelle semble maintenant inséparable de ce principe de calcul conditionnel, de cette idée d'activation éparse. Les avantages sont tout simplement trop importants pour être ignorés. On peut pré-entraîner les modèles plus vite, leur utilisation en production est plus rapide, et surtout, on a enfin une voie crédible pour continuer à faire grandir la taille des modèles sans que les coûts de calcul deviennent complètement fous. C'est la clé pour débloquer la prochaine génération d'IA. Cette citation, tirée de ce fameux article de 2017, résume tout. C'est la promesse des mots, et c'est une promesse tenue. Découpler la taille du modèle de son coût d'utilisation. C'est ça, le cœur de la révolution. Et tout ça, ça nous met avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si les grands modèles de demain sont en fait des collections de spécialistes, la prochaine étape sera de se demander de quel type de spécialistes avons-nous besoin ? Des experts en logique ? Des experts en poésie ? En physique quantique ? La construction de l'IA de demain pourrait bien ressembler de plus en plus à la constitution d'une Dream Team de spécialistes.